Bonjour à toutes et à tous, je vais commencer. Isabelle Robert est effectivement maître de conférence à l'IAE de Lille. Alors, nous, l'objectif de notre intervention avec Maud, c'est effectivement de voir sur le marché où on en est par rapport à l'appropriation de ce terme upcycling dans le domaine de la mode. Et donc, on va vous présenter dans un premier temps effectivement quelles sont les dynamiques de marché, qu'est-ce qui se passe sur ces marchés. Et puis, Maud vous présentera plus particulièrement l'angle consommateur. Moi, je vais commencer par effectivement les dynamiques de marché. Alors, préalablement, je vais revenir sur peut-être la définition, la clarification de la définition, parce qu'aujourd'hui, effectivement, c'est une notion fort malléable, un peu un mot valise que les sites, je dirais, utilisent avec beaucoup, je dirais, de façon très prolixe, et puis ça devient effectivement un mot très, très à la mode. Alors, ce terme, en fait, s'il est fortement approprié, c'est que c'est un concept un peu fourre-tout, un peu malléable, qu'il y a un premier point, c'est que même dans le domaine de l'ingénierie, la notion de upcycling est difficile à circonscrire. Parfois, elle n'est même pas, je dirais, elle est absente et elle est souvent assimilée à la notion de recyclage, ce qui explique aujourd'hui, en fait, je dirais, l'assimilation entre upcycling et recyclage. Alors, donc, je vais juste définir le upcycling pour revenir sur ce point qui est souvent défini par opposition au downcycling, le recyclage par le bas. Et si on regarde un petit peu le upcycling aujourd'hui, c'est un processus dans lequel les produits et les matériaux qui ne sont pas utilisés ou sont sur le point d'être éliminés sont à la place réutilisés, réparés, améliorés et reconditionnés de manière à augmenter la valeur. On est bien dans un surplus de valeur. Alors, par rapport à cette définition, on a, je dirais, deux niveaux. Au niveau du upcycling, on a un niveau qui s'est développé au niveau du matériel industriel, qui est axé sur la reconversion des nutriments industriels. Et puis, on a un niveau produit-objet qui consiste effectivement à travailler la modification de façon créative du produit, et ce, de nature plus artisanale. Alors nous, pour justement essayer de circonscrire qu'est-ce qui se passe sur les marchés, qu'est-ce qu'on voit se développer, on s'est reposé sur une nomenclature qui est fortement utilisée dans les sciences de l'ingénieur, notamment l'ingénieur du textile, et qui repose sur une nomenclature du recyclage dans le textile. Et on s'est basé sur trois types de recyclage. Le recyclage à partir de la fibre, le recyclage à partir de l'étoffe du tissu et le recyclage à partir du vêtement. Et on constate effectivement qu'on a un réenchâssement du terme upcycling qui va reprendre cette terminologie du recyclage. Alors Maud, si tu peux passer là, alors on va vous montrer les trois façons dont sont appréhendés effectivement, je dirais, sont récupérés le terme upcycling aujourd'hui. Donc effectivement, on voit apparaître, et ce de façon récente, la première typologie qui est le upcycling à partir des fibres, où effectivement on a un glissement sémantique. Alors tout le monde ne l'a pas encore fait, mais beaucoup déjà exploitent le terme upcycling au lieu d'utiliser le recyclage, et on voit un glissement sémantique où la notion d'upcycling se substitue à la notion de recyclage. Là on le voit bien par rapport aux termes qui sont utilisés ici. Le deuxième groupe qu'on voit aussi sur le marché, c'est, je dirais, les pionniers, si on peut les appeler comme ça. C'est-à-dire que là, c'est le upcycling à partir de l'étoffe. Alors, à partir de l'étoffe de la matière. Alors là, on constate qu'il y a l'utilisation de deux types de ressources très variées. La première étant des ressources, je dirais, produites qui sont non utilisées. Donc, on pense plutôt aux chutes de matière, à la fin de rouleau, au stock dormant. Et puis la deuxième ressource, c'est une ressource qui a déjà été utilisée, qui est incarnée par des vêtements de seconde main, par du linge de lit, du linge de maison, des rideaux, etc. Et donc là, on a vu effectivement, je dirais, ce upcycling se développer de façon créative, artisanale, etc., avec effectivement le développement au départ de quelques marques clés. Et puis, petit à petit, on a vu effectivement ce upcycling à partir de l'étoffe être accaparé par le mass market, et la diapositive suivante le montre effectivement, où on voit
La Redoute par exemple, mais il y a plein d'autres marques, hein, on a fait vite, va s'associer aussi avec des stylistes, des designers pour faire des collections capsules à partir de leurs vieux tissus ou effectivement des stocks dormants. Et puis, on a un troisième groupe qui se développe aujourd'hui, qui est basé sur l'upcycling du vêtement. Donc, je récapitule, l'upcycling à partir des fibres, à partir de l'étoffe, je dirais du tissu, et là, à partir du vêtement, où on la décompose en 3 groupes. Le premier, où on voit effectivement qu'on va embellir le vêtement, hein, sans changer la fonction du produit. Donc là, on le voit par, je dirais, l'ajout d'accessoires, par un print différent, par une broderie, etc. Donc là, c'est incarné par cette marque, par exemple. On a dans cette partie-là où on fait du upcycling à partir du vêtement, toute l'idée aussi de modification du produit, c'est-à-dire on retaille, hein, on coupe les jambes, on coupe les bras, les manches, pardon, on coupe les cols. Donc là, c'est vraiment ce travail où on ne change pas la fonction véritable du vêtement, mais on va l'adopter. Et puis, on a un troisième groupe qui est assez intéressant, qui est plutôt dans l'ordre du serviciel. Et là, c'est la diapositive suivante, qui est soit en B2C, soit en C2C. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est toujours à partir du vêtement. Et là, on voit en fait des services de couturières, etc., qui commencent à jouer sur cette variable upcycling, où là, on va utiliser les ressources des consommateurs, leurs vêtements, pour soit leur faire à leur place, hein, comme on fera un contrat avec une couturière, soit, et là c'est là où ça explose aujourd'hui, hein, par le biais des blogueuses, par le biais des communautés, par le biais des tutos, hein, ce qu'on appelle nous avec Moderberg la transmission 3.0, où en fait on va redonner la main au consommateur, où là il y a une participation active du consommateur. Alors, on s'aperçoit qu'on a un paysage très hétéroclite où effectivement, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, on a des grands groupes qui réenchassent le terme upcycling à partir de la fibre. Et donc, qu'est-ce qu'il en est au niveau des consommateurs? Et là, je passe la parole à Maude. Merci Isabelle. Alors oui, effectivement, moi j'ai la mission de vous faire plonger dans quelques données consommateurs qu'on a collectées depuis le mois de septembre. C'est un peu un défi que de faire ça aussi rapidement, à vrai dire. Donc, quelques premiers résultats qu'on a envie de partager avec vous. Il faut bien comprendre que ça se passe dans le cadre d'une grande recherche qui est menée avec l'ADEME et la région Hauts-de-France sur l'appropriation des business models de la mode circulaire par les consommateurs. Donc là, je vous parle de consommateurs qui ne sont pas des gens avertis. L'idée, c'est de voir comment monsieur et madame tout le monde, pour aller vite, s'approprient ces nouveaux modèles et donnent du sens en fait à toutes ces pratiques. Alors, pour aller vite, il y a quand même, ça risque d'avoir une petite succession de slides à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on observe à la fois dans les données qualitatives et quantitatives? C'est qu'il y a quand même une notoriété quand même encore relativement faible du mot upcycling. Et puis, un petit élément intéressant, c'est que pour l'instant, les consommateurs ont tendance à l'associer avec une pratique d'entreprise. Alors, comment est-ce qu'on peut interpréter ça? C'est pas très étonnant au final, parce que le mot upcycling, le terme, est d'abord un terme de marché avant d'être un terme d'usager. Je pense que ça a été un peu certainement explicité par ailleurs. C'est finalement un terme qui arrive en surplomb en fait de pratiques existantes chez les consommateurs, et donc ils doivent se l'approprier. On voit que dans les données quantifiées qui ont plutôt été collectées auprès de jeunes de moins de 26 ans, c'est très difficile pour eux pour l'instant de donner une définition complète de l'upcycling, en tout cas de retrouver un écho de celle que nous on connaît. Et puis, effectivement, on retrouve par contre cette analogie pour plus d'un sur deux avec la notion de recyclage ou de type de recyclage. Donc, on voit quelques effets déjà de ce glissement sémantique du recyclage sous le terme upcycling. On a fait un petit jeu avec eux, on leur demandait en fait, on leur projetait deux produits qu'on avait à dessein pas trop marqués et on leur demandait de faire une fiche du vêtement d'upcycling pour l'expliquer à d'autres consommateurs. Et en fait, on voit à nouveau une sorte de trou qui se passe. Le mot upcycling et le processus d'upcycling est absent dans quasiment la moitié des fiches. Et il y a un autre nœud, en fait, un peu compliqué chez les consommateurs, qui est la difficulté à fixer un prix pour ce type de produit. C'est-à-dire que quelque part, et là, on les a interrogés là-dessus, hein, qu'est-ce que c'est que ce tissu qu'on récupère? Est-ce qu'on fait payer la main-d'œuvre? Est-ce que, comme il est déjà usé, ça doit coûter moins cher? Enfin, vous voyez, pour l'instant, il
il y a des difficultés à appréhender ce qui se passe au niveau du produit lui-même. Donc, ces premiers résultats, ça nous invite en fait à une sorte de vigilance sur un élément important dans le marketing, qui est le fait que les consommateurs ont du mal en fait à produire du sens. Et donc, c'est ce qu'on appelle chez nous un vide cognitif. Et comme vous le savez, la nature a horreur du vide. Donc, ce qui risque de se passer actuellement, c'est qu'effectivement, il peut y avoir deux éléments. La première, c'est qu'on va avoir des consommateurs qui vont interpréter, réinterpréter un certain nombre d'offres du marché. Et donc, il y aura une cohabitation de sens. Alors, ça peut venir de ce que Isabelle vous a raconté, c'est-à-dire de finalement cette distinction qu'on peut opérer sur les différents types d'upcycling. Mais plus probablement, en fait, on va observer ce qu'on appelle une bataille discursive, c'est-à-dire que les consommateurs vont avoir tendance à adopter ce qu'ils vont entendre le plus sur le marché. Et donc, actuellement, on observe effectivement des discours, et donc des discours qui peuvent devenir un peu dominants. Et donc, nous, on creuse ça, on creuse les opérationnalisations de sens qui sont possibles avec les consommateurs, et puis quel est l'imaginaire qui se développe. Alors, on a fait des portraits chinois, ça c'est juste pour montrer quelques techniques. On observe à travers les portraits chinois qu'il y a effectivement une complexité qui est perçue de l'upcycling, mais qui a un grand intérêt de la part des consommateurs. Donc, ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle aussi une ouverture cognitive. Ils sont prêts en fait à élaborer du sens sur ces pratiques-là. Quels sont les piliers, les associations qui émergent quand on travaille avec les consommateurs? On voit quelques piliers qui sont finalement aussi l'émanation de pratiques parallèle dans le marché. On voit que c'est associé avec la notion d'espoir. Alors, c'est notamment dû à ce préfixe up qui va avoir cet aspect très positif. On observe une nette association avec la transformation, la régénération, des formes d'utilité retrouvées avec des analogies très fortes, par exemple avec le papillon, les principes de la chrysalide, etc. On observe une troisième association sur le sentiment de sauvegarde. Alors ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, on a cette idée qu'on est dans l'embellissement, mais aussi dans une forme de sauvegarde de richesse déjà existante. Voilà, et ça va faire écho avec ce que je vais vous dire après. Et puis, dernier élément, la collaboration. Et ça, c'est très important parce qu'on retrouve là cette idée qu'on doit faire ensemble et que les consommateurs sont donc une partie prenante de ce mouvement de upcycling. Alors, dans le marketing un peu culturel, c'est-à-dire quand on fait quand on essaye de développer en fait des pratiques et des marques qui ont une résonance auprès des individus, et donc là on parle à nouveau un petit peu d'image de marque, de manière dont on s'adresse à eux et qu'on collabore avec les consommateurs, il faut rechercher ce qu'on appelle dans notre langage de marketeur un écho culturel. Alors qu'est-ce qui se passe actuellement? En fait, on voit émerger deux grands piliers qui sont des sortes de points d'ancrage. Le premier, c'est le glissement sémantique qui a été rapidement évoqué par Isabelle, c'est-à-dire nous, ce qu'on a un peu, en rigolant, appelé le recyclage du recyclage, c'est-à-dire cet imaginaire autour de l'upcycling qui valorise le préfixe up, qui convoie plus d'images que le re. En plus, c'est une racine anglaise, upcycling, c'est beaucoup plus trendy que recyclage, et ça a un petit côté aussi un peu universel. Il y a accolé très fortement à ça, il y a l'imaginaire autour de la bouteille en plastique transformée qu'on retrouve dans plusieurs discours et qui sont des discours plutôt adaptés à la logique industrielle des acteurs que nous on appelle dominants sur le marché, un peu mercantile. À titre d'exemple, je vais vous montrer un peu comment a fonctionné Zara, donc le groupe Inditex, qui en fait décrète son upcycling. C'est We Call It Upcycling. Donc là, on est en fait dans le recyclage du recyclage parce qu'en fait, il y a une association entre le recyclage et le upcycling, puis là, ils y vont franchement. Et là où on voit en fait un glissement sémantique qui est accompagné par du visuel et pour créer du sens chez le consommateur, ce sont ces fameuses doudounes upcyclées de l'année qui reprennent visuellement en fait les codes de la bouteille et donc qui créent aussi un point d'ancrage produit et qui donc permettent de développer plus rapidement du sens chez le consommateur. Ensuite, un autre point d'ancrage, alors je suis peut-être un peu en retard, j'ai tendance à parler vite, mais c'est l'imaginaire du patchwork, celui-là est extrêmement intéressant. Alors on le retrouve quand on tape d'ailleurs upcycling sur Google, pour vous montrer, on trouve même parfois la photo du patchwork en tant que tel.
pourquoi c'est intéressant, et je finirai là-dessus, il y a un écho, et il y a un écho que certains de nos collègues expliquent comme étant un socle en fait pour développer un dialogue avec les consommateurs. Il y a un ancrage historique très fort. On le retrouve dans plein de cultures différentes. Là, vous voyez, j'ai mis des Américains, des Japonais, des Anglais et du bouti provençal. C'est un objet de patrimoine culturel, donc ça participe finalement à être ancré dans l'imaginaire collectif. On a une filiation directe avec la notion de recyclage, donc c'est d'abord du tissu récupéré, hein, normalement le patchwork, le kilt, enfin il a plusieurs noms. C'est une mise en visibilité de l'assemblage de tissus. Donc, on a cette dimension de rendre visible pour le consommateur, et ça, c'est très important. Ça met aussi de fait en avant la mise en valeur de la technique et du savoir-faire. Et puis, donc, ça rentre dans une logique de création. Donc, ça, c'est assez intéressant aussi. Et on a une logique de durabilité, c'est lent à faire, c'est un peu slow hein, finalement ce patchwork, on est plusieurs autour, donc il y a là aussi la notion de collaboration, et ça se transmet de génération en génération. Donc là, on a un gros socle de résonance culturelle qui est assez intéressant.